À la une ce soir, Kevin Dour sera à nouveau entendu par les juges dès demain. Le Martiniquais condamné en première instance à 10 ans de réclusion criminelle pour trafic de drogue avait fait appel de son jugement en septembre dernier. Les salariés de France Antilles, toujours dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Fort-de-France. Les deux repreneurs potentiels ont présenté leur projet en audience ce matin devant une grande partie des journalistes du quotidien. La décision sera rendue le 13 juin prochain. Un séisme guyanais en étude à l'observatoire de Font-Saint-Denis. Le phénomène qui a eu lieu la semaine dernière est très surprenant par sa rareté. Les études sont actuellement en cours. Enfin, ses ambitions pour rendre la Martinique plus attractive, proposées dans un ouvrage de 100 pages, un travail de collaboration entre l'association Contact Entreprise et la CPME. Les présidents des deux organisations seront nos invités ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est un procès sous haute surveillance que la Cour d'appel de Fort-de-France se prépare à accueillir dès demain. Kevin Dour, condamné en septembre 2016 en première instance à 10 ans de réclusion criminelle pour trafic de drogue, repassera à sa demande devant le juge. Le Martiniquais de 32 ans avait été arrêté en novembre 2013 à l'aéroport de Roissy avec 9 autres personnes. Retour sur les faits avec Alizé Lutran et Guy Raphaël René. On le surnomme le Pablo Escobar français. Kevin Dour, originaire de la commune de Saint-Joseph, a 28 ans lorsqu'il défraie la chronique. En novembre 2013, après plus d'un an de traque, les enquêteurs de l'Office de répression des stupéfiants démantèlent un vaste réseau entre la Martinique et l'Hexagone. Près de 3 tonnes de cocaïne, des armes et de grosses sommes d'argent sont saisies. Tête présumée de l'organisation, Kevin Dour. Lors du coup de filet, il est officiellement gérant d'une société d'import-export de fruits et légumes. Alors qu'il tente de quitter Paris pour Dubaï, il est interpellé à l'aéroport de Roissy avec des dizaines de milliers d'euros sur lui. Chaque mois, il aurait expédié plusieurs tonnes de cocaïne vers l'Hexagone. En septembre 2016, la Cour d'assises de Fort-de-France le condamne à 10 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs. Le présumé baron de la drogue a immédiatement fait appel de ce verdict. Incarcéré dans le nord de la France, il est arrivé hier au centre pénitentiaire de Ducos pour son procès en appel. C'est donc ici, à la Cour d'appel de Fort-de-France, que Kevin Dour sera jugé demain en appel. 8 mois après sa condamnation, le baron de la drogue revient devant la Cour d'assises de Fort-de-France. Un procès sous haute surveillance. L'antenne locale du GIGN et celle du RAID de Guadeloupe combineront leurs forces pour protéger le bâtiment. Le procès devrait durer plusieurs jours. Et le palais de justice de Fort-de-France accueillait quant à lui l'audience à huis clos du quotidien France Antilles. Les 300 salariés de la structure répartis entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les deux repreneurs potentiels ont présenté leur projet devant une grande partie des journalistes du quotidien. Le tribunal doit rendre sa décision le 13 juin prochain, mais en attendant, beaucoup de questions restent en suspens pour les salariés. Voyez la réaction d'un des représentants du personnel affilié à la CDMT qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Les salariés sont rassurés par rapport au fait de reprendre 100% des effectifs, mais ils sont quand même inquiets aussi pour leurs acquis, pour leurs congés payés et pour la pérennité de l'entreprise, parce que c'est un projet quand même qui est très volontariste sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc on parie beaucoup sur l'avenir. Donc il y a quand même des incertitudes. Par rapport à l'offre de Chitry, donc de Marc Lofer, ce que nous craignons, c'est la poursuite de l'activité avec la suppression des postes. On ne peut pas supprimer des postes et maintenir l'activité comme elle est actuellement. Donc c'est sous cette problématique d'effectifs qu'on a des réserves. Après, celle de Lofer, elle paraît, au niveau du business plan, elle paraît tenir la route aussi, parce que lui, il mise plus sur une maîtrise des charges et une maîtrise du chiffre d'affaires, alors que l'autre offre voit plus une augmentation exponentielle du chiffre d'affaires. Autres salariés dans l'inquiétude, ceux de la société Sotravom. L'entreprise a gardé ses grilles fermées aujourd'hui. Il s'agirait sans doute d'une réponse de la direction aux salariés qui font jouer leur droit de retrait depuis le 29 mai dernier. Le personnel mobilisé dénonce de mauvaises conditions de travail avec des bus qui ne garantiraient pas ni leur sécurité ni celle des passagers. Présents tous les matins sur leur lieu de travail, ils ont constaté la fermeture du site aujourd'hui. Voyez la réaction du délégué syndical CSTM de la Sotravom qui s'exprime face à la caméra de Luis Sabas.
On a des véhicules depuis janvier qui ont eu des pannes de ralentisseurs. Et il y a eu aussi des pannes de climatisation et des pannes de portes. Et nous avons aussi un véhicule qui se met à... La vitesse, il sort en vitesse pendant la conduite du chauffeur. Donc nous estimons que ces véhicules sont défectueux. Donc c'est pour cela que nous avons présenté à l'employeur notre droit de retrait. Si l'entreprise doit fermer, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour pallier à ça. Donc maintenant une grille fermée, je suppose que c'est une moyen de pression de la part de l'employeur. Mais là, nous sommes debout, nous sommes là, nous attendons. Et la direction, quant à elle, n'a pas souhaité réagir face à nos caméras, mais a déclaré par téléphone que l'entreprise restera fermée avec toutes les conséquences qu'il y aura avec. Un nouvel accident impliquant un cycliste a eu lieu ce matin sur la RN5 au niveau de la bretelle menant au centre commercial de Génipa. Le choc s'est produit aux alentours de 9 h ce matin. Selon les premiers éléments, la voiture impliquée aurait percuté le vélo par l'arrière. Le cycliste blessé au bas du dos et au bras a été pris en charge par les pompiers et transporté vers le CHU de Fort-de-France. Et puis notez en bref que le conducteur du véhicule qui avait renversé le cycliste hier est toujours en garde à vue. Des analyses toxicologiques sont en cours pour statuer de la suite à donner à cette affaire. Il l'avait annoncé, le président Emmanuel Macron aura recours aux ordonnances pour réformer le Code du travail qui devra s'achever d'ici septembre. Le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté aujourd'hui les grandes lignes des réformes sociales des 18 premiers mois de ce mandat. Voyez les précisions d'Isabelle Hameau. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La réforme du Code du travail se fera par ordonnance. Celles-ci porteront sur 3 thèmes. La nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche, la simplification et le renforcement du dialogue économique et social et de ses acteurs, enfin, la sécurisation des relations de travail. Ces champs couvrent plusieurs promesses de campagne du président élu, notamment la barémisation des dommages et intérêts attribués par les prud'hommes en cas de licenciement abusif, ainsi que le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur de la fusion des instances représentatives du personnel. Le document officiel confirme par ailleurs que la suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage sera effective dès le 1er janvier 2018 et financée par une hausse de la contribution sociale généralisée. La réforme du Code du travail sera suivie par celle de l'assurance chômage, dont l'ouverture aux indépendants et des missionnaires sera progressivement mise en œuvre à compter de l'été 2018, puis par celle des retraites, dont la rénovation sera menée en 2018. Pour la formation professionnelle, un plan d'investissement pour les chômeurs et certains salariés sera opérationnel début 2018, avec des premières mesures dès la rentrée 2017. Une réforme de l'apprentissage entrera progressivement en vigueur pendant les 2 prochaines années. Sur le sujet de la pénibilité, une mission sera ouverte dans les prochaines semaines pour simplifier le dispositif sur la pénibilité en garantissant les droits des salariés. Enfin, la réforme des retraites, mesure emblématique du candidat Macron, sera discutée en 2018. Objectif du Premier ministre Édouard Philippe, garantir un système de retraite plus juste et plus transparent. Comment rendre notre territoire plus attractif? C'est l'objet de l'ouvrage réalisé par l'association Contact Entreprise en collaboration avec la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Un livre qui paraît en pleine campagne législative et qui pourrait intéresser les candidats. Pour en parler, nous recevons Céline Rose, présidente de la CPME, et Emmanuel De Rénal, président de Contact Entreprise. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste avant de parler de notre livre, on va revenir rapidement sur le reportage qui vient d'être diffusé sur la réforme du Code de travail d'Emmanuel Macron. Vous serez directement concerné. Quel est votre avis sur le sujet ? Eh bien, on doit quand même se réjouir que le gouvernement marque cet affichage, cette volonté de rénover notre modèle social et économique. Donc, il faut être sérieux dans ce qu'il y aura à faire, dans les discussions qu'il faudra mener, et nous serons attentifs à ce que les intérêts des TPE et des PME soient quand même garantis dans tous ces mouvements qu'il y aura prochainement. Et votre avis à vous, Monsieur De Rénal? Oui, tout ce qui peut venir faciliter l'accès à l'embauche, notamment en simplifiant les procédures, sont des choses qui sont positives et que nous regarderons avec intérêt. Bien évidemment,
Le document vient de sortir, nous sommes en train d'analyser, mais en tout cas l'affichage, comme vient de dire Céline, est quelque chose d'important. Alors, revenons maintenant sur la sortie de l'ouvrage Martinique attractive. Alors, Contact Entreprise avait déjà publié il y a 3 ans un livre de réflexion dans le même genre, un livre bleu pour redonner de l'espoir à la Martinique. Est-ce qu'il a été utile en 3 ans et quelle est la différence entre les deux, Monsieur de Rina? Alors oui, ce livre a été utile parce qu'en 2014, quand nous avions sorti le livre bleu, c'était vraiment pour dessiner une vision prospective de la Martinique et pour donner quelques balises de réflexion. Et force est de constater que les 3 années qui viennent de passer ont été nourries par ces réflexions qui ont été apportées sur le débat public. Donc depuis effectivement la sortie de ce livre bleu, on parle d'économie bleue, on parle de beaucoup de sujets qui sont contenus dans ce livre. Et ce livre nous a permis également de créer un mouvement, notamment de nos élus, en faveur d'une réflexion, d'une vision positive de la Martinique au plan économique. Alors, il s'agit d'une piste de réflexion en 100 pages. Comment s'est passée la collaboration? Eh bien, pour rappeler un petit peu l'historique, nous avons au sein de la CPMA un président d'une commission économie, développement, formation, emploi et dialogue social donc au sein de notre structure, Éric Nouvel, qui a été alerté dans ses fonctions à l'époque, donc en juin 2015, sur un article qui était paru dans un magazine économique et qui faisait état d'une progression de la population martiniquaise. Sauf que force était de constater que les chiffres réels ne correspondaient pas à cette projection qui était établie. Et à l'époque, il était beaucoup question aussi de parler du vieillissement de la population. Sauf que dans notre travail en commission, on a constaté qu'effectivement, cette déperdition touchait toutes les classes d'âge et qu'on perdait beaucoup d'habitants en Martinique et qu'il était important pour nous de se pencher sur cette question. Cet adhérent étant aussi adhérent à Contact Entreprise. Donc le travail s'est fait naturellement. La passerelle a été toute faite. Voilà. Il s'agit de 16 ambitions pour la Martinique. Comment on a fait pour les déterminer, ces 16? Parce que j'imagine que tout le monde avait des petites idées, non? Oui, alors l'idée générale est d'abord de dire si on veut inverser les courbes démographiques, il faut bien se poser la question de l'attractivité du territoire. Parce qu'au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit. S'il y a plus de gens qui partent et moins de gens qui reviennent ou qui viennent, c'est bien parce que nous avons perdu en attractivité. D'ailleurs, vous proposez de la rendre plus belle, finalement. Absolument, plus intense, plus belle. Donc là, il y a beaucoup de chantiers à ouvrir. Mais en tout cas, c'est un dossier qui intéresse chacun d'entre nous. Il y a bien évidemment les organisations, mais il y a aussi les individus qui doivent se mettre en mouvement pour œuvrer au réenchantement du territoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc nous sommes des ardents défenseurs d'une vision très positive, très optimiste de notre territoire. Nous avons des atouts. Et le tout, c'est de construire une stratégie territoriale basée sur nos atouts et non pas sur nos faiblesses. Alors, une fois qu'on a embelli notre île, ça ne suffit pas pour y vivre, il faut y travailler. Et c'est là que le bas blesse. Finalement, les salaires ne sont pas proportionnels au coût de la vie en Martinique. Vous, qui êtes président d'une association qui regroupe 250 entreprises, petites, moyennes et grandes, est-ce que vous opérez, est-ce que vous enclenchez des réflexions internes, par exemple pour les salaires ? Oui, puisque, si vous voulez, l'attractivité a pour conséquence de générer de l'activité. C'est bien de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il faut vraiment remettre ce territoire en activité. Et de l'activité résultera l'emploi, résultera des salaires décents, résultera un mieux vivre. Et donc, il faut bien raisonner, suivant cette ligne-là, de l'attractivité qui génère de l'activité, qui génère de l'emploi. On ne peut pas régler le problème de l'emploi sans suivre ce chemin. Et donc, c'est bien cette voie courageuse, cette voie ambitieuse que nous proposons maintenant de mener. Mais il faut bien réamorcer, redonner envie aux entrepreneurs d'investir sur nos territoires, redonner envie aux talents de choisir la Martinique pour exprimer leurs talents, justement. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et d'augmenter les salaires. Alors, vous, Madame Rose, les petites et moyennes entreprises n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, on le sait, ni pour recruter, ni pour augmenter les salaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire, enfin, au sein de votre association, pour rendre la Martinique plus attractive au niveau des salaires, je parle?
Alors bon, déjà, je n'ai pas envie de donner une image des petites et moyennes entreprises comme n'ayant pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est vrai que c'est compliqué, mais nous participons, nous dit, hein, nous participons aussi, je pense, activement à la création d'emplois et à la richesse de la Martinique. C'est vrai qu'il faut lever un certain nombre de freins, mais nous avons toute notre part à prendre dans cette attractivité dont nous parlons aujourd'hui sur la Martinique. Bon, il faut savoir que sur notre tissu local, où il y a effectivement essentiellement des TPE, des PME, le potentiel d'emploi est là, mais enfin, je voudrais remettre la question de l'attractivité à un niveau un peu plus supérieur à la question de l'emploi. C'est vrai qu'elle est importante. Parce que pour venir vivre en Martinique, il faut qu'il y ait des perspectives d'emploi et de qualité de vie. Ça ne suffira pas de vivre dans une... Nous sommes d'accord avec vous, mais par exemple, sur l'analyse que nous avons eue sur cette question de fuite de la population, il s'agissait aussi à nos retraités de venir vivre en Martinique. Et là, il n'est pas question de chômage, il est question de bien vivre, d'avoir des structures qui peuvent les accueillir, d'avoir de l'animation, d'avoir des événements culturels, des musées ouverts. Donc, la question de l'attractivité touche effectivement cette jeunesse que nous voyons partir avec nos beaux cerveaux et nos beaux talents qui ne reviennent pas. Donc, il faudra effectivement que nous prenions toutes nos responsabilités sur cette partie-là. Je pense que les questions liées au code du travail ou aux questions de l'emploi qui viennent participeront aussi à ces choses-là. Mais la question de l'attractivité touche un certain nombre de classes d'âge, dont nos seniors aussi, mais aussi nos jeunes. Je vous rejoins aussi sur ce sujet où nous devons prendre toute notre part à cette chose. Mais la question d'attractivité qu'on a voulu poser aujourd'hui touche vraiment un ensemble de paramètres qui va au-delà. C'est vrai que nous avons été des acteurs économiques à prendre cette question-là à bras-le-corps, mais nous nous sommes rendus compte dans nos discussions que ça touchait un large panel de choses et que nos étudiants préféraient partir ailleurs au lieu de rester faire leurs études ici. Nos jeunes ne revenaient pas travailler. Là, il faut qu'on se pose la question de manière très, très franche. Et puis, nos anciens ne reviennent pas. Eh bien, il faut qu'on brasse cette question de l'attractivité de la Martinique de manière très globale. Alors, j'imagine que vous avez déjà rencontré les candidats aux élections législatives. On est à moins d'une semaine. Quel retour avez-vous eu? Est-ce qu'ils ont réagi déjà? Oui, alors nous, on a entrepris depuis quelques semaines un programme de rencontre systématique de plusieurs candidats. En tout cas, tous ceux qui veulent nous rencontrer, nous les recevons et nous échangeons avec eux sur ce dossier. Et aujourd'hui, je crois qu'au terme des discussions, très clairement, l'attractivité se met naturellement au centre des préoccupations. Alors, on rappelle le titre du livre Martinique attractive. Où est-ce qu'on peut le trouver pour ceux qui... Alors, il est disponible gratuitement. Vous pouvez le montrer d'ailleurs. Voilà, il est disponible gratuitement chez Contact Entreprise. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de Contact Entreprise et nous le diffusons le plus largement possible à tous ceux qui en font la demande. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons à parler de l'emploi avec la 17e édition du Salon de la formation et de l'emploi qui sera organisée à partir de ce vendredi au Palais des Congrès de Madiana. Environ 40 exposants recevront des demandeurs d'emploi, des étudiants, mais aussi des salariés à la recherche d'une reconversion. Environ 5000 personnes sont attendues sur les 2 jours. Quelques nouveautés seront d'ailleurs proposées. Voyez les précisions de l'organisateur du salon qui s'exprime face à la caméra de Luis Sabas. On a des partenaires à travers les missions locales en particulier, mais surtout Pôle emploi, qui viennent apporter des réponses à ceux qui sont à la recherche d'un emploi, à la recherche d'un stage, à la recherche de contrats de qualification, etc. et qui veulent savoir comment s'y prendre. Et puis qui donnent également un certain nombre de tendances lourdes sur ce qui est disponible en matière d'emploi dans les secteurs sur lesquels les gens souhaitent travailler, dans lesquels les gens souhaitent travailler. Alors la deuxième nouveauté, c'est tout ce qui touche évidemment aux conférences. Et puis la troisième nouveauté, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle l'e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage à travers l'ordinateur, à travers Internet, y compris à travers les téléphones portables, et ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui en sont dotés. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guyane où 5 des membres du collectif des 500 frères ont été interpellés puis libérés en cours de journée. Une opération menée par les forces de l'ordre alors qu'ils organisaient un barrage devant le centre des impôts de Cayenne. Et puis Hubert Bornil vous proposera un avant-goût du spectacle de danse indienne qui sera programmé ce samedi 10 juin au Grand Carbet du parc Aimé Césaire. Mais avant,
Parlons de ce tremblement de terre qui a été ressenti en Guyane la semaine dernière. Un événement très rare pour le territoire et qui en est actuellement en cours d'étude dans notre observatoire de Font-Saint-Denis. Selon les sismologues, le séisme serait dû à des dépôts de sédiments dans les fonds marins. Voyez les précisions de Jean-Marc Dabrou. C'est l'Observatoire sismique et vulcanologique de Martinique qui coordonne les recherches sur le tremblement de terre ressenti en Guyane le 31 mai dernier. 3,8 sur l'échelle de Richter, épicentre situé au large de Kourou. Ce sont les premiers résultats obtenus grâce à l'analyse de plusieurs sismographes situés sur le continent sud-américain et aux Antilles. Avec ce type de signal, on a pu déterminer approximativement la localisation du séisme et sa magnitude. La difficulté, c'était d'avoir beaucoup plus de données, puisqu'avec une seule station, c'est très compliqué de déterminer exactement la position du séisme. L'Observatoire de la Martinique s'appuie sur son réseau mondial pour caractériser le séisme. Un appareil de mesure est bien présent en Guyane, installé au Centre spatial guyanais, mais à lui seul, il ne permet pas une analyse fine de l'événement. L'équipe de l'Institut de physique du globe de Paris a fait une première détermination de la position à partir de la station qui est en Guyane et est arrivée à un séisme superficiel de magnitude de l'ordre de 3,5 avec juste la donnée d'une station. Ils nous ont envoyé l'information à l'observatoire et donc nous après on a travaillé pour rapatrier manuellement, on va dire, des données de stations voisines. Donc au Venezuela, on a pris une station de Martinique parce que ça nous simplifiait la vie, au Venezuela, au Pérou et au Brésil. En gris sur l'échelle des risques sismiques, quand la Martinique est en rouge, la Guyane est loin d'être considérée comme une zone dangereuse. Mais ces dernières années, 2 tremblements de terre ressentis ont été répertoriés. 5,2 sur l'échelle de Richter en 2006, 5,1 en 2008. Mais pour cette scientifique, la Guyane devrait rester épargnée par les séismes majeurs. Les grands séismes sont liés aux grandes frontières de plaques. Donc la Guyane est assez loin d'une grande frontière de plaques. Donc effectivement, la forte sismicité telle qu'on la connaît dans les Antilles françaises, elle ne peut pas se produire en Guyane. Après, il y a des volcans. De la même manière, vous n'avez pas beaucoup de volcans, voire pas de volcans. Et en fait, reste un risque qui est un peu moindre, qui est beaucoup moindre qu'ici, mais qui est le risque que tous les habitants de bord de mer peuvent être amenés à vivre un jour, c'est le risque de tsunami, ça reste, puisque les tsunamis sont capables de se propager à travers des océans complets. Un appel à témoins a été lancé sur franceséisme.fr. Déjà une quinzaine de personnes ont fait part de leur ressenti et aideront ainsi les sismologues à mieux décrire le phénomène naturel. 5 des membres des 500 frères ont été arrêtés aujourd'hui. Des interpellations qui ont eu lieu alors que leur collectif accompagné des membres de l'association Trop Violence posait des barrages devant le centre des impôts de Cayenne. Des palettes et des pneus ont été installés devant le bâtiment avant d'être embrasés. Une manifestation pour alerter sur la situation du centre hospitalier et en soutien à l'UTG Santé en grève depuis 72 jours. Les barrages ont été levés dans la journée et les gardes à vue également. Retour sur cette journée riche en rebondissements avec Jonathan Larieux. L'affrontement était à 2 doigts de devenir réalité. D'un côté, les forces de l'ordre, de l'autre, la population venue manifester devant le commissariat de Cayenne. Filmer lorsque les gendarmes vont nous battre, parce qu'on ne sortira pas devant la police si on n'a pas libéré nos frères. À l'origine de cette situation, l'arrestation de 5 membres des 500 frères ce matin, dont Olivier Goudet, un des leaders du mouvement social qui a touché la Guyane pendant plus d'un mois. Les membres du collectif manifestaient devant le centre des impôts en soutien avec les grévistes du char. Ils ont voulu nous faire sortir devant les impôts, les 500 frères de violence, ils n'ont pas voulu. Et les gendarmes les ont tenus, les ont bousculés, ont malmené certains et les ont emmenés au poste de police. Il n'y a pas eu de justification, ils les ont emmenés, ils sont partis avec eux, c'est tout. Après les interpellations, la population s'est rassemblée devant le commissariat, exigeant la libération immédiate des 500 frères. Si au début, juste une 50aine de personnes étaient présentes, le nombre de protestataires a très vite augmenté. Au total, plus de 200 personnes se tenaient devant l'hôtel de police. Justice et vous les enfermez. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades.
La nouvelle tombe, les interpellés sont officiellement en garde à vue. Cette annonce est loin de calmer la situation. La tension ne cesse de monter. Certains échanges avec les forces de l'ordre manquent plusieurs fois de déraper. Face à la pression de la population, la garde à vue est écourtée. Les 5 hommes sont alors libérés après plus de 6 heures d'attente. Les braqueurs, les voleurs sont libres et les honnêtes citoyens qui défendent l'intérêt général sont directement pris à partie par les forces de l'ordre. Ils ont justifié ça, port de cagoule et obstruction au travail, impossibilité de circulation. La fusée, elle décolle et les Guyanais, malheureusement, restent au sol. Et cela sera effectif jusqu'à quand? À peine libérés, les manifestants se sont tout de suite dirigés vers l'agence régionale de santé afin de remettre en place leur blocage. Ils attendent de pied ferme la délégation missionnée sur place pour résoudre le cas du centre hospitalier de Cayenne. Direction la Guadeloupe maintenant, où des élèves des écoles de Basse-Terre ont bénéficié d'un cours de botanique couplé à une leçon d'histoire. Ils ont planté un baobab et des flamboyants pour comprendre la symbolique de ces arbres réputés comme sacrés. Patrick Curie, Gérard Dexter étaient sur place et vous en disent plus. Regardez. À Saint-Claude, tout près des nuages et de la splendeur du volcan, on ne manque vraiment pas d'imagination. La municipalité, le Lions Club et le jardin botanique ont décidé de planter un baobab et des flamboyants. Un arbre sacré pour embellir un lieu chargé d'histoire. Il fallait vraiment y penser. C'est bien un lieu symbolique, un lieu qui fait face à la stèle de Delgrès, un lieu que nous avons choisi pour la circonstance, planter un baobab, cet arbre qui devient majestueux, qui va s'élever, entouré de flamboyants rouges et qui va montrer le chemin qu'a parcouru Delgrès avec ses compagnons. C'est un lieu effectivement bien choisi, pas d'anodin du tout pour la ville de Saint-Claude. Les enfants présents n'ont rien perdu de la symbolique de cette matinée. Le baobab, c'est un arbre majestueux qui peut mesurer 25 mètres de haut et 12 mètres de large. Et que c'est un arbre qu'il faut à tout prix protéger. Parce que c'est un arbre en voie de disparition, dont 5 espèces, et il faut la protéger. Le flamboyant, c'est un arbre assez grand et majestueux. Je pense qu'ils ont bien fait de choisir le rouge, car ça représente les pas de Louis Delgrès. Nous avons planté le flamboyant et le baobab en hommage à ceux qui se sont battus et qui se sont fait sauter pour la liberté. Comme pour passer le témoin, le président des doyens de Basse-Terre était là et pour lui, ce fut un moment bien particulier. D'abord prendre soin du baobab en lui-même, prendre soin aussi d'autres arbres. On va planter des flamboyants, on a déjà planté un flamboyant, et prendre soin de la planète en général, parce que la planète souffre. Là, nous les invitons, surtout pour le baobab, qui vit des années, temps à autre, à passer, faire un petit tour sur ce site à Matouba, fleurir, regarder s'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un animal tout autour, on vient de brouter les feuilles, mais s'occuper de leur arbre. Adulte, l'arbre au tronc généralement ventru et gorgé d'eau racontera cette belle journée du haut de ses 7 mètres. De retour en Martinique, ATV se rapproche encore plus de vous pour vous présenter de belles initiatives locales. C'est l'heure de notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Schellcher avec les dernières répétitions du spectacle prévu ce samedi 10 juin au Grand Carbet. Une plongée au cœur de la culture indienne et plus exactement dans l'art du Bharatanatyam et du yoga. Hubert Bornil et Loïc Régis vous proposent un avant-goût. Regardez. J'ai la chance de pouvoir assister à l'une des ultimes répétitions des danseuses de l'école Apsara qui pratiquent le Bharatanatyam depuis de nombreuses années. Bharata qui signifie Inde, une danse issue du sud de l'Inde précisément. Nous la découvrons. Le Bharatanatyam date de plus de 2000 ans et selon la tradition religieuse hindoue, le créateur Brahma
aurait révélé le savoir de l'art dramatique au sage Bharata, dont le nom a influencé le style de danse. Quand les personnes pensent à l'Inde, au Bharatanatyam ou à la culture indienne, il y a vraiment un côté merveilleux, un côté respect, un côté apaisement et surtout beauté dans les costumes, dans les bijoux, dans la grâce des danseuses. Apsara, l'association existe chez nous depuis plus de 20 ans. À l'occasion de son spectacle de fin d'année, le public pourra donc apprécier l'évolution de ces danseuses. La danse va tourner autour de ça, de textes qui expliquent c'est quoi. C'est comme quand on fait du ballet, hein. Il y a une musique pitchée, il y a différentes formes de danse qui composent le répertoire du ballet. Donc là, on va mettre en avant certaines danses qui composent le répertoire du Bharatanatyam et le yoga. Certaines de ces jeunes danseuses ont commencé très tôt, à l'exemple de Jayanti, pour qui pratiquer la danse indienne est un véritable exutoire. Dis-moi où est moi et moi qui peux aller sans vous, sans vous. C'est une amie qui m'a parlé de ses cours de danse dans cette salle, Apsara, et j'ai eu envie d'y aller. Et une fois que je suis arrivée sur ce sol, j'y ai plus décollé. Donc c'est devenu une vraie passion, toute ma vie, le Bharatanatyam. Donc voilà, et ma destinée, c'est être professionnelle pour enseigner, comme mon professeur. Lakshmi, elle, se destine à devenir professeure de danse. Elle envisage même de partir en Inde afin de perfectionner son art. Éventuellement rentrer dans une troupe, si l'occasion se présente, aussi pouvoir devenir professeur. Ça donne vraiment envie d'aller au spectacle. Et pour tous ceux qui penseraient qu'il ne s'agit là que d'un phénomène de mode, ils se trompent. La plupart de ces jeunes filles pratiquent cette danse d'abord par passion. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Des travaux de réparation de la chaussée du boulevard Général de Gaulle au niveau de la pharmacie Cyprien à Fort-de-France commenceront ce soir à partir de 21 h. Le chantier aura lieu les 3 prochaines nuits de 21 h jusqu'à 5 h du matin chaque fois. La circulation sera réduite à une voie sur la zone et les automobilistes sont bien évidemment priés de respecter la signalisation qui sera mise en place. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial de la Galeria de 9 h à 14 h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje. A tout de suite.